Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le renard littéraire. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un update lecture dans lequel je vais vous parler du 4e tome de Anne, c'est-à-dire Anne de Windy Willow, du côté sauvage, de 24 heures de la vie d'une femme. Et enfin, on terminera avec les aigles de Vishaan Nur, donc on va commencer tout de suite. Je débute cette update lecture avec le 4e tome de la saga Anne, à savoir Anne de Windy Willow. C'est toujours écrit par Lucy Maud Montgomery et publié chez Monsieur Toussaint Louverture dans leur collection L'Aventure. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette saga, bien que j'en parle personnellement à de très nombreuses reprises, on suit le personnage de Anne, une jeune orpheline ayant été adoptée par erreur par Matthew et Marilla, un frère et une sœur qui souhaitaient adopter un garçon pour que celui-ci puisse réaliser des travaux de ferme. Cependant, au moment de chercher l'enfant à la gare, il n'y a que Anne et Matthew n'a pas le cœur à la renvoyer à l'orphelinat et il décide donc de la prendre sous son aile et de l'élever avec Marilla. Dans ce tome 4, Anne est désormais diplômée de l'université de Redmond et elle occupe le poste de directrice dans le lycée de Summerside. Je vous disais dans un précédent update lecture que j'avais moins apprécié le tome 3 car il était beaucoup plus mélancolique et Anne bien plus effacée. Or, si j'aime autant cette saga, c'est bien grâce au personnage de Anne, grâce à son imagination débordante, son intensité, sa vision du monde. Et la voir aussi peu présente me brisait vraiment le cœur. Mais j'ai tout de suite été rassurée vis-à-vis de ce point pour ce 4e tome, puisque l'autrice commence son récit et elle va le parsemer tout du long avec des lettres envoyées à Gilbert. Et dans ces lettres, on retrouve toute la poésie d'Anne, toute sa passion, sa vision du monde unique et ses élans enflammés. J'ai trouvé ça très astucieux de la part de l'autrice et personnellement ça m'a beaucoup plu. Je pense même que j'aurais encore plus apprécié ce tome si celui-ci était constitué uniquement des lettres de Anne. Et encore une fois, c'est vraiment Anne qui est l'intérêt de cette histoire, puisque ce tome 4 ne présente pas de réelles péripéties ou encore de réelle évolution. Ce sont vraiment 3 années assez tranquilles dans la vie de Anne où cette dernière va enseigner, se lier d'amitié avec les habitants de Summerside et aussi se mêler pas mal des ragots et des vies sentimentales des autres, ce qui peut devenir assez lassant par moments. Mais honnêtement, j'étais tellement ravie de retrouver une Anne joyeuse, pleine de vie et de présence que ça ne m'a pas embêté plus que ça de la voir s'occuper de la vie sentimentale de tout à chacun ou encore de jouer les entremetteuses, même si parfois les conséquences étaient quelque peu désastreuses pour elle. Le style d'écriture était encore une fois sublime et toute la poésie, la facilité qu'a l'autrice de manier les mots et de décrire des paysages enchanteurs et des situations où le temps s'arrête ressortait davantage dans l'aspect épistolaire. Je ne vais pas m'appesantir davantage sur ce livre et je dirais juste pour conclure que j'ai trop hâte de me procurer le tome 5, Anne et sa maison de rêve avec cette couverture juste hypnotisante et de poursuivre cette saga que j'aime tant. Après, j'ai lu Du côté sauvage, le dernier roman de Tiffany McDaniel à qui l'on doit l'incroyable Betty et c'est toujours publié chez Gallmeister. Du côté sauvage, c'est l'histoire de 2 jumelles, Ark et Daffy, qui vivent à Chillicothe, je pense que ça se prononce comme ça, une petite ville de l'Ohio ravagée par la pauvreté, la misère sociale, la violence ou encore la drogue. Ark et Daffy tentent d'oublier leur quotidien sordide en se réfugiant dans les récits fantastiques de leur grand-mère, loin du côté sauvage. Malgré tout, elles ne peuvent pas échapper à l'horreur de leur quotidien et quand, en grandissant, Ark découvre le cadavre d'une jeune femme dans la rivière et que ses amis commencent à disparaître une à une, celle-ci se rend compte qu'il lui est impossible de maintenir à distance le côté sauvage. J'en faisais mention dans un précédent update lecture et plus récemment dans mon bilan de mi-année, mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour Betty.
Ce livre m'avait vraiment bouleversée et peu de temps après avoir terminé ce roman, j'ai vu que l'autrice avait publié un nouveau livre et le résumé m'avait tout de suite intriguée. Je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps, comme pour Betty, et j'ai eu un immense coup de cœur pour Du côté sauvage. L'histoire de ce roman est inspirée d'un fait réel. En 2014, à 30 minutes de la petite ville de Chillicothe dans l'état de l'Ohio, on retrouve le cadavre d'une jeune femme dans une rivière et dans les mois qui suivent, plusieurs autres femmes seront retrouvées mortes dans la rivière de la petite ville et dans ses alentours. 2 autres femmes seront également portées disparues, présumées décédées, mais on ne retrouvera jamais leur corps. Et les services de police qui mènent l'enquête ne parviendront pas à trouver un présumé coupable. Personnellement, je suis très mal à l'aise avec les récits de true crime. Je trouve qu'il y a une certaine glamourisation autour des tueurs en série et de leurs actes horribles et qu'on oublie les victimes, les familles des victimes et la douleur que celles-ci peuvent éprouver. Mais dès le départ, Tiffany McDaniel donne le ton. Ce livre n'est pas là pour s'intéresser aux potentiels tueurs en série de Chillicothe, mais bien pour redonner une voix aux victimes et plus généralement aux femmes qui sont victimes de la violence du monde et dont on n'écoute pas la parole parce qu'elles ne rentrent pas dans le moule de la société. C'est un roman qui vibre d'une puissante sororité, c'est presque électrique et palpable. Par contre, comme pour Betty, c'est un texte très violent, très rude et par moments très difficile à lire. La liste des trigger warnings est encore une fois longue comme le bras, mais je peux vous dire qu'il y a des scènes explicites d'agression, qu'elles soient physiques ou morales. On a des descriptions de cadavres et le récit parle beaucoup de l'addiction à l'héroïne notamment. Et comme pour le précédent roman de l'autrice, il faut être prêt ou prête à recevoir un flot intense d'émotions et à le gérer. Mais tous ces moments violents, rudes et douloureux sont contrebalancés par des instants très doux, très paisibles, remplis de poésie, de beauté et d'une sororité pure dans lesquels je me suis vraiment immergée et dans lesquels j'ai aussi pu reprendre mon souffle. On a beau parler de sujets terriblement compliqués comme l'addiction, la mort, le deuil, la précarité, les traumatismes. On parle aussi de l'amour sincère et désintéressé pour une sœur, qu'elle soit du même sang que nous ou non, de la paix qui nous envahit quand on arrive enfin à faire face à ces traumatismes et qu'on parvient à les surmonter, de l'infinité des possibilités qui s'offrent à nous quand on quitte le côté sauvage, et tout ça porté par 2 héroïnes inoubliables. Ark et Daffy sont tellement courageuses mais aussi terriblement humaines et d'une façon générale, je me suis sentie proche de chaque femme présente dans ce récit. J'étais pleine de compassion pour chacune d'elles et je n'avais qu'une seule envie, qu'elles arrivent toutes à quitter le côté sauvage. En ce qui concerne le style d'écriture, je pense que j'ai le droit de dire que Tiffany McDaniel a de l'or entre les doigts et qu'elle manie les mots comme une magicienne. Elle a une prose enveloppante, magique, pertinente et j'ai sélectionné quelques petites citations que je vais vous lire pour illustrer mon propos. Le pouvoir, ce n'est pas seulement quelque chose de physique. Ce n'est pas un Hercule qui soulève des poids énormes, c'est bien plus que ça. C'est être intelligent, cela veut dire que vous résistez. Cela veut dire que vous supportez quelque chose en vue d'atteindre un but plus important. Parce que dans ce monde, vous devez être intelligente et vous devez résister. Surtout, vous devez être prête à être traitée comme une femme. Si vous n'êtes pas prête à ça, vous serez broyée en 1000 morceaux. Écoute simplement ta propre chanson. Tu trouveras ta voix. Ne te laisse pas abattre par les périodes difficiles. Il faut bien qu'on connaisse quelques-unes de ces circonstances où la vie nous dit « c'est le moment de pleurer ». Si elle n'existait pas, qu'est-ce qui donnerait de la matière au poète ? Notre première faute fut de croire que nous ne mourrions jamais. La seconde fut de croire que nous étions vivantes. Bref, ça a été un énorme coup de cœur. Du côté sauvage, c'est le genre de livre qui prend toute notre énergie, où on s'investit corps et âme dans la lecture. Je n'avais pas envie de le terminer, j'avais toujours envie de le reprendre dès le début, de savourer chaque mot encore et encore. C'est une pépite à découvrir absolument. C'est toujours difficile de passer après un tel coup de cœur et je me suis dit que j'allais lire une œuvre assez courte d'un auteur que j'étais certaine d'apprécier, c'est-à-dire 24 heures de la vie d'une femme
de Stefan Zweig que vous pouvez retrouver dans plusieurs éditions différentes. La mienne provient de chez Payot. Très rapidement, 24 heures de la vie d'une femme, c'est une nouvelle retraçant une journée qui s'est passée il y a plusieurs années, durant laquelle une femme s'est prise de passion pour un jeune homme qui avait une addiction au jeu d'argent. Ça faisait littéralement plus d'un bail que je n'avais pas lu un texte de Stefan Zweig. Le dernier, c'était Lettre d'une inconnue que j'avais lu en 2017. Pourtant, c'est un auteur que j'aime beaucoup et dont j'apprécie particulièrement la plume. C'est assez difficile de juger l'histoire de 24 heures de la vie d'une femme parce que c'est un récit très court qui se déroule sur une journée et donc on a forcément envie d'en savoir plus, de connaître les répercussions de cette seule journée sur les semaines, les mois, voire les années qui ont suivi. Mais paradoxalement, c'était très complet, très riche et très intense comme histoire et je ne reste pas particulièrement sur ma faim. Je n'en dirai pas plus sur l'histoire parce que je pense que c'est bien de lire cette nouvelle sans trop connaître les détails de l'intrigue et d'y aller quelque peu à l'aveugle. Par contre, je vais un peu plus parler de la plume de Stefan Zweig, que je trouve sublime, poétique, mais facile d'accès et absolument pas pédante. Je trouve qu'il a une vraie maîtrise du rythme, une richesse dans son vocabulaire et un véritable talent de conteur. Ses écrits ne sonnent pas faux, ne sont pas superficiels et bien écrits pour démontrer une sorte de supériorité ou que sais-je. Pour moi, c'est un classique tout à fait accessible et ça s'étend à toutes les œuvres de l'auteur. Ma préférée étant indéniablement Le Monde sans sommeil, que je recommande tout aussi chaudement que 24 heures de la vie d'une femme. Et je termine cette update lecture par un très court roman de fantasy publié à titre posthume. Il s'agit des Aigles de Vichanlour de Pierre Bottero paru chez Rajo. Je vais vous lire le résumé pour éviter d'en dire trop sur ce tout petit roman. Plume est une ombre. Grâce à ses talents d'acrobate, elle se glisse discrètement dans la nuit. Jeune écuyer des Chevaliers du Vent, Estéblan accompagne la délégation chargée de rappeler au nouveau roi ses devoirs. Quand la délégation est assassinée, il est menacé à son tour. Plume sera-t-elle son allié ? C'est un petit roman qu'on m'a très gentiment offert et je remercie la personne qui m'en a fait cadeau. J'ai adoré découvrir cette petite histoire qui aurait vraiment pu faire une saga très intéressante à lire si l'auteur avait eu le temps et l'occasion de développer davantage son récit. On sent qu'il y a une base solide, un univers cohérent et qui ne demandait qu'à être exploité. Des personnages aux personnalités bien campées et déjà très attachants. Dans la préface, la veuve de l'auteur nous disait que Plume était en quelque sorte l'ancêtre des Marchambre. Et c'est vrai, j'ai vraiment vu en elle les prémices d'Elana, de son rôle de Marchambre et de sa quête d'harmonie. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage d'Estéblan et son attachement sincère et désintéressé envers son rapace. Et puis ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver la plume de l'auteur, sa poésie unique et merveilleuse. C'est d'autant plus plaisant de lire quelque chose d'un auteur qu'on apprécie énormément et où on arrive au bout de son œuvre, ce qui me rend un peu triste, je dois bien l'avouer. Bref, Les Aigles de Vichanlour, c'est un récit captivant, facile à lire, très court aussi. J'aurais voulu en avoir plus, mais je suis déjà très contente que cette histoire existe et que Rajo ait pu la publier et nous montrer un texte totalement inédit bien des années après le décès tragique de Pierre Bottero. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me faire part de vos dernières lectures, je serai ravie d'en discuter avec vous dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.